Bonsoir, bonsoir. Amboulabe Abou Abakare Abou Abatere. Bienvenue à notre cour, la cour des reines, la cour des princesses. Bienvenue à vous, mes rois, mes princes. Amboulabe Abou Abakare Abou Abatere. Bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. À notre page, la page de la femme Téké, la page Cour royale Princesse Batéké. Bienvenue à vous, toujours honorée de vous recevoir. Déjà, je m'excuse du petit retard. Voilà, il y a eu des petits incidents au niveau technique. Ce sont les aléas, bien évidemment, du direct. Voilà, je vous prie de bien m'excuser pour ce léger retard. La Velabelle Abou Abakare Abou Abatere. Cour royale Princesse Batéké, la cour des princesses, la cour du royaume, la cour de notre royaume Téké. Amboulabe. Bienvenue, bienvenue la cour à la cour. Omblabe, notre rendez-vous hebdomadaire donc a eu un petit retard, comme je disais en langue, suite à quelques manipulations et à l'installation technique, les aléas du direct, comme je disais. Donc, je vous prie de bien m'excuser pour ce petit retard. Bienvenue, bienvenue. Je vous reçois toujours au son de notre folklore, le folklore Téké. Voilà, bienvenue, bienvenue. Amboulabe Abou Abakare Abou Abatere. Bienvenue, bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre encore une fois de plus et honorer à ce rendez-vous hebdomadaire notre cour royale Princesse Batéké. Donc, la Velabelle la cour Abou Abakare Abou Abatere. Donc, quelques instants dans notre folklore, voilà, pour égayer notre lieu, pour égayer notre cour, parce que la cour du royaume a toujours été un lieu de bienséance. La cour de notre royaume a été toujours, et toujours d'ailleurs, un lieu paisible. Amboulabe, bienvenue, bienvenue au cour royal Princesse Batéké. Voilà. Merci, merci, merci d'être là. Merci de toujours répondre à ce rendez-vous. Amboulabe, bienvenue. Bienvenue, bienvenue à Cannes d'Esplat. Bonsoir à toi, honoré de te recevoir, merci. Ampassa, Mélissa, bienvenue, honoré de te recevoir sur notre forum. Le roi Isaac John, bienvenue à toi, à notre cour royale. Vanessa Piti, les Kogo, bienvenue à toi, notre cour royale. Honoré de te recevoir. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, Mélissa Ampassi, oui, vous arrivez, vous découvrez notre forum, mais bienvenue. Le cours royal Princesse Batéké vous déroule le tapis rouge. D'ailleurs, le rouge tacheté avec panthère, donc c'est vraiment l'emblème de notre royaume, le royaume Téké. Bienvenue à toi, honoré de te recevoir.
et tu es ici, voilà, dans ta cour, tu es ici au milieu des siens. Ibrel Montano, bienvenue. Honoré de te recevoir. Merci. Merci. Merci, merci. Toujours au son de notre folklore Téké. Voilà, donc nous sommes au 14e live. Cour royale Princesse Batéké a pour objectif et but voilà, de faire un recensement pour le relais. Nous sommes ici pour un devoir de mémoire, pour honorer nos ancêtres, pour honorer l'héritage que ces derniers nous ont légué. Donc, honorer également la mémoire de nos parents qui ont reçu de nos ancêtres cet héritage culturel et identitaire qui nous transmettent. Et nous, aujourd'hui, génération actuelle, nous avons ce devoir aussi de transmettre ce bel héritage à la nouvelle génération qui est actuelle, malgré la nouvelle génération, baisser légèrement, malgré la mondialisation qui est à nos portes et à nos trousses. Il faut vraiment conserver quelque part notre identité pour pouvoir évoluer avec ces nouvelles technologies, pour pouvoir évoluer avec ces nouvelles mœurs. Voilà, nous avons nos mœurs par rapport à notre culture, par rapport à notre identité. Donc, conserver un tant soit peu ces éléments-là pour pouvoir véhiculer voilà, nos us et coutumes, pour que les générations ne soient pas laissées en pâture, pour que les générations ne soient pas perdues et dépravées. C'est vraiment un devoir de mémoire. Nos parents nous ont légué et nous ont inoculé ces connaissances-là. Désormais, à nous, la responsabilité de transmettre également le flambeau. Voilà, j'ai ouvert cette petite parenthèse en rappel et toujours en ouverture de live, je me fais vraiment cette obligation de faire un rappel pour les personnes effectivement qui arrivent nouvellement sur notre page. Donc, c'est vraiment le rappel, il faut toujours le redire et le répéter pour que voilà, nous sommes ici sur cette page pour un devoir de mémoire, honorer nos ancêtres, honorer nos grands-parents qui ont fait en sorte que nous puissions hériter de ce bel héritage en fait que nos grands-parents et nos ancêtres ont pu instituer et mettre en place. Donc nous avons reçu ce flambeau. Aujourd'hui, à nous, personnes stables, femmes et hommes, téké que nous sommes, le devoir nous incombe aujourd'hui à notre place de pouvoir transmettre aujourd'hui à la nouvelle génération ce flambeau pour que demain ils puissent affronter également la mondialisation avec ces éléments-là. Si nous partons et nous éteignons avec ces connaissances-là, c'est quelque part priver ces enfants de leur héritage, priver ces enfants de leur culture. Et ils seront envahis, ils seront engloutis plus tard de ces nouvelles mœurs et de cette nouvelle civilisation. Alors pour parer à cela et pour pallier à cela, c'est vraiment bon pour nous, nouvelle génération, de faire ce constat, de faire tous ces points de rencontre pour que nos enfants, avec nous bien évidemment, qu'ensemble et de concert, nous puissions voilà, inoculer ces connaissances-là. Et je vais aussi faire une petite parenthèse. Dire que nous avons connaissance de tout ce qui se dit ici, c'est vrai. Tout ce que nous sommes en train d'avancer est su et connu de tout le monde. Mais le connaître à sa place en tant qu'individu et ne pas transmettre, c'est quelque part le tort que nous avons connu, le tort que la nouvelle génération est en train de commettre. En fait, on dit, ben oui, tout ce qu'elle aborde ou tout ce qu'elle va dire, on le sait. Je le sais, tu le sais, oui. Mais puisque tu connais ce qui est en train d'être dit ici, as-tu eu l'occasion de transmettre auprès de toi, de tes enfants? Non. Alors, il est bon avec nos connaissances de se retrouver et pouvoir en parler. Parce que celui qui connaît, qui détient ses connaissances,
mais qui ne prend pas le soin ou la peine d'en parler autour ou de transmettre à ses jeunes frères et sœurs ou ses petites sœurs, c'est peine perdue quelque part. Oui, tout est su, tout est dit, on connaît tout ce qui va être dit sur le forum, c'est vrai. On sait tout, on reconnaît tous ces thèmes que nous sommes en train d'aborder, c'est vrai. Rien n'est nouveau. Rien de nouveau sous ce soleil, comme l'on dit. Rien de nouveau sur cette terre. Mais le fait d'en parler, le fait de toujours répéter, c'est là même la base de l'éducation. De dire que, ben oui, ben, qu'est-ce qu'elle nous apprend qu'on ne connaît pas? Ben oui, je connais. Tu connais à ta place. Mais de ta connaissance, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu véhicules ces informations-là? Non. Donc, quelque part, permettez-moi de dire qu'il est bon de transmettre et de véhiculer, de trouver justement cette passerelle pour nos jeunes enfants, pour qu'ils puissent acquérir ces connaissances-là, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'est, enfin, comment est constitué le peuple Téké, comment ont vécu nos ancêtres, et c'est quoi en fait le royaume Téké. Ces enfants aujourd'hui, comme je disais dernièrement dans le live précédent, que les enfants qui sont nés en 90, des années 1990, et les enfants qui sont nés en 2000 n'ont aucune connaissance ou n'ont pas d'information de tout ce que nous sommes en train de véhiculer ici. Donc une personne qui se dit, bah oui, je sais, tout ce qu'elle est en train de dire, on le sait. Mais le savoir et véhiculer font deux parallèles en fait. Alors le titre du live aujourd'hui, le 14e live, donc voilà, je ferme cette parenthèse. Donc nous sommes sur la dynastie royale Téké. Pour les nouvelles personnes qui arrivent, voilà, vous pourrez aller voir ces 13 précédents lives. Nous avons déjà abordé donc l'histoire de la dynastie Téké, du royaume Téké autant pour moi, mais au cours des précédents lives, nous étions en interrogation, nous étions en recherche, nous étions en quête de cette recherche-là, en fait, de cette question. Le royaume Téké, comment est-ce qu'on pourrait dater ce royaume? Depuis quel siècle ou depuis quelle génération ce royaume existe? Depuis combien de temps? Nous n'avons pas les informations, nous avons des bribes. Et de ces bribes-là, nous sommes restés en interrogation lors, je crois, du 3e ou 4e live où je disais le royaume Téké, bien qu'il existe, nous avons connaissance du royaume Téké que par les écrits des colonisateurs qui sont arrivés à la rencontre de nos ancêtres et de leur retransmission. Ils nous ont juste légué comme connaissance le roi Makoko. Et je me posais la question, nous nous sommes tous posé la question, mais de la connaissance du roi Makoko, c'est vraiment le démarrage et c'est vraiment la fondation du royaume même de notre cour royale Téké. Nous nous sommes posé cette question-là, à savoir depuis combien d'années et quelle est la date de fondation même de notre royaume. Alors, avec les recherches, avec des partenaires ici et là, j'ai pu remonter ces informations que nous allons partager ce soir. D'où la question, depuis quand date notre royaume? Depuis quand est fondé notre royaume? Et notre dynastie qui avait été tronquée de par les connaissances et les écrits que le colonisateur a voulu nous faire savoir. Nous avons des écrivains, nous avons des anciens, nous avons des patriarches vers lesquels nous nous sommes allés nous renseigner sur le terrain même. Nous avons pu encore tirer des informations auprès de ces personnes-là, auprès des anciens, des patriarches, auprès des chefs de famille, auprès des anthropologues, auprès des chercheurs et pas mal d'éléments. Donc la question dernièrement, nous avons demandé, avons-nous une dynastie ou pas? Est-ce que le seul roi que nous connaissons est l'unique Makoko? Alors à ce jour, nous allons répondre que nous avons bel et bien une dynastie existante.
Notre dynastie est vraiment existante sur 17 rois. Nous avons, donc le royaume Téké a connu 17 rois au cours de son existence à ce jour. Donc du 18e, enfin des années 1800 et encore la graduation date de bien au-delà. Par rapport aux recherches, nous avons juste pu avoir un certain repère qui nous a permis de nous raccrocher aux années, on va dire, 1800. Pourquoi? Parce que c'est à cette époque que nous avons commencé à écrire aussi notre histoire de par la colonisation qui nous a apporté l'écriture. Enfin, ils n'ont pas apporté l'écriture. Hein. Je vais vraiment bien cadrer cela. Ils ne nous ont pas apporté l'écriture. Pourquoi? Si je me fie à l'histoire de l'Afrique qui est le berceau de l'humanité, nous avons dit que l'écriture vient de l'Afrique, nous avons dit les mathématiques et autres viennent de l'Afrique. Donc, grosso modo, ils ne nous ont pas appris. Certes, la culture Téké, nous reconnaissons bien que cette culture a été, transmise de manière orale. Donc, nous n'avons pas très l'habitude de faire du scribble. C'est vraiment du véhiculaire, enfin, c'est la transmission orale. Le grand-père qui compte, la tante qui compte, et après leur départ, les enfants qui ont, habité ces contes, à leur tour vont également transmettre par des contes, par voie d'adage, ces connaissances-là également. Donc, il n'est pas dit qu'on n'avait pas la connaissance de l'écriture. Je veux vraiment garder cette petite notion-là. Mais le peuple Téké n'avait pas, parce que même si l'écriture vient de l'Afrique, mais tout le monde n'a pas usage en fait de cette thématique-là. Donc, en pays Téké, nous n'avons pas mentionné notre histoire sur des récits écrits, mais notre histoire a été relatée de manière orale. Donc, à la connaissance du moment où nous avons commencé à faire la manipulation scribble, donc notre manipulation scribble, donc tout ce qu'on a commencé à écrire a démarré à partir de 1800. Mais notre royaume existe avant 1800. Le royaume Téké existe bien avant les années 1800. Donc, c'est vraiment une histoire calendaire. C'est une histoire calendaire, comme je disais. On n'a pas pu avoir ce repère-là. On n'a pas pu, à ce jour, avoir un repère historique calendaire de la dynastie. Donc, elle s'égrène à partir des années 1800. Voilà, c'est un petit peu la parenthèse. Ambulabe mvarandara maintenant, donc mvarango be malafala ngini brabe la dynastie la brabe la terre la rebade ma 1800. La dynastie la terre normal la bane avant 1800. Pourquoi brabe la maoloka siga et sibeba 1800? Et sibeba 1800 parce que là y ndele ka vunwa ka mona ankara brabe batere. Boya mona ankara brabe à la oli et sibike non à partir de 1800. Mais normalement, Ankara blabla tue le royaume latéral, là-bas n'est bien au-delà de 1800. Mais comme bois fatende, si ma bien ben déléga yibo, bois à la rindi non, bois mon seulement et roi makoko blangale fou. Mais ngulangale fou bla makoko, l'inga karak me baba ni chua, o tu wala le royaume bateke. Donc, avant, lorsque le colon est arrivé, il a juste découvert, lui, le colonisateur a juste fait la connaissance du roi Makoko et de la reine Galeforo. Mais bien avant ces deux-là, nous avons une dynastie qui existe, qui a existé. Et donc, nous avons pu retracer par les recherches ces données-là. Parce qu'au précédent live, au cours du live 4, 5, comme je disais, on se posait tous ensemble la question à savoir, existe-t-il une dynastie de notre royaume Téké? Donc ce soir, nous allons apporter ces éléments. Oui, bel et bien, oui, nous avons une dynastie de notre royaume Téké
Et ce royaume a connu 17 rois à ce jour. Je vois une personne qui souhaite peut-être intervenir. Me demande-t-on. N'hésitez pas, n'hésitez pas à me, comment dire, à souhaiter prendre la parole, hein, si vous souhaitez ajouter également des éléments. Donc, notre 14e live, par rapport à la fondation en fait de notre royaume, en fait, la première partie, donc c'est toujours en 2 phases notre live. Donc, la première partie, nous allons voir la cour royale et en deuxième partie, nous allons voir la dynastie. Comment choisir, comment nos ancêtres, comment dire, réaliser le choix du roi. Voilà, donc c'est la première phase, c'est la cour royale et la deuxième partie, c'est le choix du roi. Donc, dans la première partie, nous allons y aller. Donc, pour faire la cour royale, en fait, on s'appuyait sur un collège sacré. Et ce collège sacré était constitué de 12 Nkwombi. Donc, ce soir, vous allez avoir des notions. Nous aurons des notions, des noms vraiment qui retracent cette fondation même. La fondation de notre royaume. Donc, lorsque vous m'entendrez dire des mots que je ne pourrai pas expliquer, parce que ça ne peut pas s'expliquer. On ne peut pas tout retraduire, ce qui est vraiment pur à notre langue, en retransmission de la langue française. Donc, lorsque je dirais Nkwombi, ce sont c'est le collège sacré. C'est le collège sacré. On ne pourra pas déterminer Nkwombi. Nkwombi, et le roi. Donc, il y a quelqu'un, mais au moment parce que andara barakala bari laranti et simabia babuna vutalo ma dju la tegeni donc kolo be bela esara et simaba en kumi ba mbusa. Mais ce soir donc les mots purement téqués que je vais évoquer, je ne pourrai pas les retransmettre immédiatement en français parce que nos ancêtres n'ont pas fait la retransmission dans la langue française. Donc, lorsque je vous dis la dynastie est bien avant les années 1800, ces gens-là n'ont pas pensé à retransmettre qu'un jour le colonisateur viendrait sur leur terre pour retransmettre ou faire des alliances ou nous reconnecter ou nous connecter au nouveau monde ou à la civilisation ou alors voilà, mondialisation. Pour eux, c'était vraiment la terre des Téké. Nous sommes là. On n'a pas besoin de retransmettre les mots ou rebaptiser un mot en connexion dans la langue française. Je ferme cette parenthèse. Bienvenue à vous qui arrivez. Honoré de vous recevoir à notre forum, la cour des reines et des princesses Téké. Honoré de vous recevoir également les rois et princes qui nous rejoignent. Vraiment, c'est un honneur pour nous et c'est vraiment un lieu de prédilection pour la femme Téké principalement, mais pour le peuple Téké également. Donc, que tu sois Téké du Gabon, que tu sois Téké du Congo-Brazzaville, que tu sois Téké du Congo-Kinshasa ou que tu sois Congo de la République centrafricaine, voilà l'étendue où était vraiment basé le royaume Téké. Il s'étendait vraiment sur cette zone-là. Mais à l'arrivée du colonisateur et avec les sections des frontières, nous sommes vus comme ça disloqués sur 4 pays. Mais sinon, le royaume Téké était vraiment ce grand bloc qui recouvrait, oulala, ça y est, c'est parti, qui avait cette étendue sur les zones qui partaient donc du Congo-Kinshasa, de Congo-Brazzaville, du Gabon et de la République centrafricaine. Je vais juste faire un clin d'œil de ces recherches-là. J'ai cru apercevoir que le peuple Téké a également existé dans le sud-ouest Cameroun, mais cela fera partie des prochaines recherches. Donc retenez cela en mémoire, que le peuple Téké est certainement ou a existé au sud-ouest Cameroun. Parce qu'il y a des noms Téké qui existent là-bas et il y a un village
appelé Teke également qui existe au Cameroun. Donc, nous allons revenir, là n'est pas la question. Donc, c'était pour dire que l'étendue de notre royaume, c'était vraiment une zone assez vaste. Donc, c'était vraiment sur le bassin du Congo. Donc, moi, Teke du Gabon, je ne peux pas m'exclure ou je ne peux pas exclure un Teke du Congo-Brazzaville. Je ne peux pas exclure un Teke du Zaïre. Je ne peux pas exclure un Teke de la Centrafrique et certainement un Teke peut-être du Cameroun, selon les recherches. Donc, c'était vraiment un grand bloc. Mais aujourd'hui, nous avons les républiques, nous avons des frontières. C'était peut-être pas le choix de nos ancêtres. C'est une parenthèse, nous allons au fur et à mesure poursuivre dans nos recherches. Donc, à l'issue du conclave de ces 12 en Kwambi, c'était des personnes qui avaient la responsabilité de choisir le roi à introniser. Et de ces 12, il y avait également 9 dignitaires. Donc, ces 9 dignitaires et les 12 en Kwambi constituaient le collège sacré qui avait pour responsabilité l'éligibilité du roi. Beleyouame. Allô? Vous êtes là? Alors, donc, c'est de ce collège-là, ils pouvaient investir le roi. Et une fois ils avaient pu, investir le nouveau roi, libre au roi à sa place de constituer ou d'organiser sa cour. Donc, le collège avait juste la responsabilité du choix et de l'intronisation. Une fois cela a été fait, le roi de lui-même, de son propre chef, allait constituer sa cour royale. Et donc, la cour royale était composée de 3 types. Donc, 3 types de cours. Nous avons la cour interne. La cour interne, c'est le personnel intendant, c'est-à-dire les cuisiniers, les costumiers, le premier valet, le gardien même de la cour. Voilà, c'était vraiment à ce niveau-là, c'était la première partie, donc la cour interne. Ensuite, nous avons la cour de justice. Donc, la cour de justice, on avait ce qu'on appelait les ankani. À ce niveau-là, je ne pourrais pas retransmettre ankani en français. Donc, on avait les ngalions. Ngalions, c'était donc ces éléments qui constituaient l'intendance au sein de la cour interne. Ngalion, Mbouambe, les gardiens et les premiers valets. Les cuisinières, parce que le roi, c'était vraiment des personnes aussi sacrées pour faire pour la personne qui était choisie ou qui était élue être le cuisinier ou la cuisinière du roi. C'était une personne qui avait même pas une affinité, qui avait un certain pouvoir et un certain rôle très, très, très gardé. Parce que de cette personne qui allait faire la cuisine au roi, la vie du roi aussi en dépendait en fait. Et également pour les personnes qui allaient puiser l'eau à la source, l'infini. La source, l'infini, c'est la source qui alimentait l'eau du roi. Il ne buvait pas l'eau qui venait des différents cours, des différentes rivières. L'eau dont le roi devait boire était exclusivement puisée à la source, l'infini. L'infini, nous allons détailler ces lieux-là géographiquement dans un autre live. Donc, l'infini était le lieu où on allait puiser l'eau du roi. On ne pouvait pas puiser l'eau du roi dans une autre rivière que cette rivière-là, la rivière l'infini. Tout comme la dame qui devait faire les costumes ou les personnes qui devaient s'occuper des costumes du roi, il fallait vraiment qu'ils soient aussi sacrés ou consacrés pour que voilà toutes ces choses et ces attributs aient une certaine noblesse et un pouvoir également. Donc nous avons vu la cour de justice, donc les Ankani qui devaient trancher, c'était la deuxième cour. Et la troisième cour, c'est la cour des conseillers. Donc la cour des conseillers, il y avait les conseillers élus par le roi
et les conseillers non élus. Alors, les conseillers non élus sont des conseillers, c'est en fait les proches même du roi. Donc, les femmes du roi étaient des conseillers non élus. Donc, on va dire les officiers et les officieux. Voilà, c'est un petit peu en français, c'est ça. Si je devais retransmettre cela. Donc, les officiers, les officieux. Voilà. Donc, les élus et les non élus. Donc, les femmes du roi, les membres proches de la famille du roi, les valets. Tout ce monde-là, c'était vraiment les conseillers, voilà, les conseillers non élus, mais qui avaient quand même leur rôle important dans la bonne marche du royaume, dans la bonne marche de la cour des conseillers. Alors, également, dans cette cour-là, des conseillers, il y avait les Ndjion. Ndjion Anjumi, donc les griots. Les griots, autant pour moi. Les griots qui étaient là pour chanter, faire des éloges ou retracer la dynastie des rois après rois. Donc, les chantres dits griots. Et en langue téké, on les appelle les Ndjion, Andjion ou alors Anjumi. Pour le téké, peut-être Andjion pour le téké qui est au Congo et Anjumi pour les tékés qui sont au Gabon. Donc, c'était vraiment cette partie-là. Donc, nous avons fait l'introduction de la première partie qui concernait la constitution ou l'élaboration de la cour royale. Avez-vous des questions sur cette première partie? Nous avons fait, voilà, donc le point sur notre première partie. Comme je vous le dis souvent, que le live est constitué en deux parties. Donc, la première partie, c'était l'introduction, la cour royale. Et la deuxième partie, donc, ce sera comment choisit-on le roi. Sur la première partie que je viens d'exposer, avez-vous des questions ou pas? Ben, question. Donc, mindari mabemne, kala ligi intinakala. Kala ligi intinakala. En carabe, normalement, kala ligi sholobo, ma bola cour royale. Ma bola cour royale, normalement, liga ave, nga ankani, ave nga angobe, ave nga balba, ligi lelenji ambo, ankumbi. Ankwombi ligi barise ankanakma. Donc mambuga ankwombi ba ligi barakma. Ncha ankwombi li nga dignitaire nga ankani. Maintenant tia ba li avunu okuga bowa a eni kimi bo aye kimi a sholi roi wo ba lege ndi na wa mi sholo wo ya ligi le roi. Li amana sholo le roi là maintenant. En plus, nous avons que amana shula we roi donc wo manku ya mburu asa esima we balba la mobile bana e balba bo we amfa e bana balba bo ikitila we lo mfumu ina mburu asa we sanji donc le roi de manku ya mburu asa e balba kaba kimlande ligi ambungi ba liga amana sande esima bia de manku ya mburu a constitué esimende. Donc il avait la charge, la responsabilité personnel de constituer sa cour, libre à lui vraiment de faire le maître qui était vraiment susceptible de correspondre, voilà, à sa vision de gestion, voilà. Donc c'était un petit peu la retransmission en langue par rapport à cette première partie là. Avez-vous les questions? Ben la question bah fou là. Avez-vous des questions? Alors, nous allons entamer sur la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, comment choisissait-on le roi? Alors, le roi téké ou les rois téké n'avaient pas de couronne. Il avait un chapeau. Nos rois n'avaient pas de couronne. La couronne, en fait, c'est vraiment encore un autre regard que nous avons emprunté de l'Occident. Des rois n'avaient pas besoin d'avoir cette couronne-là, la coiffe voilà, pointue que nous avons connaissance, voilà, le diadème et autres. Nous, nos rois, ils avaient des chapeaux, la coiffe. Et même lorsque vous regardez nos anciens, lorsque nous avons souvent des réunions de famille, les anciens aiment bien aborder des coiffes, des chapeaux. Pour nous, le chapeau, en fait, c'est une noblesse
Pour nous, le chapeau représente beaucoup. Le chapeau est vraiment significatif. Le chapeau est significatif, autant pour moi. Nous n'avons pas besoin en fait de la couronne comme nous connaissons les couronnes des rois d'Europe. À chacun sa culture, à chacun son héritage, à chacun son histoire. Les rois d'Europe avaient besoin d'avoir ces couronnes-là incrustées de diamants et autres, parées de diamants et autres. Nous, nos rois, ils avaient besoin que d'un chapeau. Et ce chapeau avait une particularité. Alors, le chapeau du roi n'était tissé pas, enfin, il ne se tissait pas par n'importe qui. Il y avait une personne particulièrement investie de ce rôle-là et qui avait des pouvoirs. Je vais vous dire donc, pour tisser le chapeau du roi, il y avait un rituel ou un critère à observer. Tu ne pouvais pas te lever comme ça, improviser, dire ben je vais faire la coiffe ou le chapeau du roi. Il fallait qu'on te reconnaisse cette lignée-là des fabricants. Il fallait appartenir en fait à la lignée des fabricants de ce chapeau-là. Donc tu étais investi quelque part de ces connaissances-là. Tu étais investi de cet héritage en fait de par tes ancêtres. Personne, enfin, tout le monde n'avait pas habilité à tisser le chapeau, la coiffe du roi. Alors, donc pour faire cette coiffe, il fallait observer ou obéir à des critères bien spécifiques. Pour fabriquer ce chapeau, la personne qui devait le confectionner devait se mettre obligatoirement dans une chambre obscure. Donc, il n'y avait pas de lumière. Donc, c'était vraiment l'intelligence. C'est comme si on demandait à une personne dépourvue de vue ou de vision à faire de l'art, mais avec en fait une pureté de cœur. Il savait que voilà, même s'il n'avait pas de lumière, il savait vraiment comment rassembler les éléments, rassembler les matériaux pour constituer ce chapeau-là. Donc, pour le roi ou pour les sages qui avaient institué ce programme ou ce critère-là, ces personnes devaient se mettre dans une chambre particulière, une chambre dépourvue de lumière, voilà, pour se connecter comme ça aux ancêtres et avoir cette force de tisser. Une force vraiment qui transcende en fait. Voilà, il fallait vraiment être transcendé pour réaliser ce chapeau-là, pour que lorsque le roi même allait revêtir ce chapeau, il devait avoir une symbolique, une signification, il devait y avoir tout ce mythe-là autour de ce chapeau qui valorisait en fait le pouvoir, qui devait traduire, voilà, je ne vais pas dire, oui, la grandeur du roi. Tout le monde ne peut pas réussir un chapeau dans une chambre dépourvue de lumière. Donc, de cette réalisation, il y avait déjà un mythe autour de ce chapeau. Voilà, donc nous, notre couronne était vraiment de ce mythe qui partait de ce chapeau-là, qui était réalisé par ces tisserands qui se mettaient dans la chambre, dans la chambre dépourvue de lumière. Donc, ils étaient certainement orientés par les ancêtres, ils étaient certainement orientés par voilà, la connexion directe avec le Dieu, le maître de l'univers, qui devait vraiment qui devait donner en fait à ces personnes l'agilité, l'habilité à réaliser et confectionner ce chapeau qui devait coiffer et investir, voilà, le règne du roi. Donc, pour la fabrication du chapeau, notre chapeau qui est donc notre couronne royale, nous avons déjà évoqué cela. Donc, cette personne était reliée au Nkwembali, le Nkwembali qui était donc la connaissance de toutes ces personnes-là, qui pouvaient relier la force et la connaissance au roi. Ensuite, nous allons donc voir la particularité également de la succession. Comment est-ce que la succession s'opérait? Pour le royaume, en fait, le royaume n'était pas... enfin, la succession ne s'opérait pas de père à fils. De père en fils, non. Notre royaume n'a pas cette connaissance-là. Après le père, le petit, le fils ou autre. Non, 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 non. C'était vraiment un choix
un choix, tout le monde pouvait accéder au trône. Mais il fallait, comment dire, il fallait avoir des prérequis où les anciens devaient observer des aptitudes auprès des jeunes. Donc, une fois ils avaient observé des aptitudes auprès des jeunes, ils allaient en conclave pour voilà, se mettre en vote unanime. Et ce jeune, cette personne n'était vraiment pas informé qu'un jour il serait investi ou il serait choisi. Donc, c'est vraiment un secret, un mythe et un mystère. On ne savait pas qui devait, comment dire, succéder à un roi, qui devait, comment dire, être intronisé, qui devait occuper le trône royal. C'était vraiment un secret tenu en profondeur par les 12 Ankwombi et les 9 dignitaires. Seul ce collège-là avait la connaissance de ce fondement-là. Donc, le fondement du royaume Teke a été vraiment maintenu, gardé secret par les 12 Ankwombi et les 9 dignitaires. Donc, de toi à moi, on ne pouvait pas savoir si un jour le couronnement devait être, comment dire, attribué à l'un ou l'autre. C'était vraiment pas une dynastie de père en fils. Voilà la particularité de notre royaume. Donc, la succession, ben, l'arabe, le royaume, le royaume, le roi l'enjali, on peut batara aïre moana ire ndala non ligi esima ba ligi ça que non m'vala le okura mpui antia mpuma mbo tout les villages qui étaient autour du village Mbe où était vraiment basée la cour royale. Donc tout le monde pouvait prétendre en fait au trône, mais à condition d'avoir des aptitudes, à condition d'avoir des critères qui permettait en fait à ces sages-là d'être orientés vers toi, la personne élue. Et tout le monde en fait ne se bousculait pas à prétendre à ce trône également parce que c'était vraiment un trône qui relevait beaucoup de mythes, qui relevait beaucoup de mystères. Donc les gens ne se bousculaient pas aux portes pour aller prétendre à la succession parce qu'il y avait tellement de responsabilités. Il y avait tellement de sacrifices personnels. Tu ne devais plus agir comme une personne lambda. Et tout le monde était, comment dire, épris de ça. Enfin, les personnes étaient éprises de leur liberté, de leur mouvement. Une fois tu étais roi, tu étais sorti quelque part comme de la société civile. Tu avais des nouvelles... tu avais des critères à respecter, tu avais une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière d'aborder, d'évoluer dans la société. Donc, par rapport à ça, tout le monde n'allait pas chercher à apprendre, à être choisi de ces sages-là. Et lors du choix, en fait, on excluait automatiquement la lignée des Ankwombo. Donc, les Ankwombi, les 12, ne pouvaient pas prétendre au trône. Les enfants des Ankwombi ne pouvaient pas aussi prétendre au trône. Les enfants des 9 dignitaires aussi ne pouvaient pas prétendre au trône. Pourquoi? Parce qu'il devait certainement y avoir conflit d'intérêts. Donc, on choisissait vraiment comme ça des citoyens qui étaient aussi bien dans le royaume ou alors qui étaient aux environs, dans les villages environnant le royaume. Donc, on pouvait comme ça choisir une personne. Un matin, le conclave avait choisi, on a repéré un enfant de cette lignée, il est choisi, donc il faut vraiment aller prendre cet enfant pour investir cet enfant-là. Donc, les personnes ne se bousculaient pas pour acquérir cette place-là. Donc, du fait que les personnes avaient certainement une crainte parce qu'il y avait un mystère et un mythe qui était établi autour du trône. Parce que les gens avaient peur, on n'avait pas la connaissance en fait des prérequis, on n'avait pas la connaissance des conditions pour intégrer au trône. Donc c'était vraiment un truc très mystérieux pour le commun lambda. Donc les gens ne souhaitaient pas comme ça partir occuper ce trône-là. Donc de cette peur est née certainement
le mythe autour du trône et d'où vient également le charisme de notre roi. Parce que c'était un roi charismatique, c'était un roi mythique et tout ça conférait en fait ces éléments au roi. Parce que si on a connaissance tous de la constitution, comment étaient établis les rôles, les étapes d'accès au royaume, après il n'y avait plus de mystère. Et puisque le mystère était profondément maintenu par les Nkwombi, ça paraissait quelque part grandiose, ça paraissait inaccessible au commun des citoyens. Ça paraissait inaccessible au commun des citoyens et d'où ce mythe qui existe autour du trône royal. Il fallait vraiment être aguerri, il fallait vraiment être investi par les anciens, les sages et certainement les ancêtres de dire, ben moi on m'a choisi, certainement oui, les ancêtres ont peut-être vu en moi cette force-là, ont vu en moi cette capacité. Donc, nous avons vu donc un petit peu la piste, comment on allait choisir ce roi-là. Alors, puisque les foules ne se bousculaient pas aux portes pour la succession, les sages ont mis en place ce qu'on appelle attraper le roi. Donc, attraper le roi en langue téké, c'est le mot même qui caractérise le choix du roi. Et je veux le dire en langue téké. En langue téké, en fait, cette méthode de choix est appelée onsu onkwon. Onsu onkwon. C'est le choix, c'est le procédé ou la méthode des anciens. Pour choisir le roi, il y avait un mot particulier. On devait le décrire, on devait le définir. Donc, onsion, onko. Donc, attraper le roi. Onsion, onko. Parce que personne, enfin, les citoyens ne voulaient pas de ce mystère. Tout le monde avait peur quelque part d'aller prétendre au trône. Mais si je vais prétendre au trône, à quoi je vais m'attendre? À quelle liberté je serai restreint? À quelle liberté je serai privé? Quels sont les prérequis des interdits, de plein d'éléments. Donc, on ne connaît pas en fait. Seuls les Nkwombi, les 12 Nkwombi et les 9 dignitaires ont connaissance de ces éléments-là. Aucune personne dans le royaume n'a connaissance de ce critère-là. C'est vraiment gardé jusqu'à ce jour. Ce mystère n'est pas révélé. Le mystère du trône téké n'est pas révélé jusqu'à ce jour. Il est gardé précieusement. C'est pour ça, en fait, notre royaume perdure. Il perdure parce que, justement, il y a cette conservation. S'il était su de tous, tout le monde devait accéder comme une personne qui allait à la douche facilement, de dire, ben voilà, je sais comment accéder, c'est prendre mon bain, voilà, il me faut de l'eau, du savon, et voilà, je me suis douché. Mais c'est gardé jusqu'à aujourd'hui, et ce qui crée vraiment ce précieux, ce qui crée, c'est pas une convoitise, mais oui, une fierté, oui, la fierté vraiment du peuple téké parce que nous avons ce royaume qui est toujours gardé, ce royaume qui est toujours d'actualité, qui est toujours existant. D'autres royaumes qui se sont certainement éteints, qui n'ont plus assez de vigueur, mais notre royaume a toujours cette vivacité. Il est toujours plein de ressources, il est en exercice. Aujourd'hui, si nous allons quelque part au royaume, nous allons voir le roi qui exerce son pouvoir. De par la conservation, comme je disais aussi, comme j'aime à le dire, de conserver ces 50% de sa culture, c'est ce qui fait vraiment garder la dignité morale de l'homme. C'est ce qui fait garder aujourd'hui la pureté de notre royaume. Parce que les 12 Nkwombi et les 9 dignitaires n'ont pas révélé les prérequis institués pour le trône de notre royaume. Il n'est pas révélé. Et ça, ces dignitaires-là ne le révéleront jamais. Il fallait justement, c'est les lignées,
Ce sont des familles qui sont en lignage comme ça, qui vont garder ce secret-là, qui vont conserver ce secret-là pour que notre royaume soit toujours conservé, soit toujours préservé. Voilà pourquoi certains foulent au pied le royaume. Ben c'est quoi le royaume? Mais non, nous, le royaume Teke, il est précieux. C'est une valeur sûre pour nous. C'est ce qui nous rattache au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui fait encore la fierté du peuple Teke. Parce que nous avons cet élément-là qui a gardé sa pureté originelle. Le peuple Teke, andaki mancha le royaume Teke malanti e bunu ba sholo ncho nkan ncho mfumu ba le roi lia esima bia bunu ba ye maolo e mbulwa ye roi tibu ankana braba kana sarasima ki andi achali akana chalai ikimilia toujours akana makelo mokuro brabe bolige ma chala kimilia anke brabe royaume se ma chamanga sem façon ma chamanga esima ba lubi. Donc, mburo mokabal kale la anti no brabe fiere ma kele sibe brabe dit 50% c'est mais parce que tout ce qui est tellement dévoilé, tout ce qui est dit n'a plus cette comment dire, cette originalité. Donc oui, quelque part nous n'allons pas il n'est pas bon d'aller forcer à ces sages en Kwombi et à ces 12 dignitaires de venir comme ça révéler cette connaissance-là. Cette connaissance appartient, il faut vraiment respecter quelque part son rang. Comme je disais, les enfants de nos jours n'ont plus le respect des générations. Un enfant de 12 ans va manquer le respect à une personne de 20 ans. Pourquoi? Parce que ces choses, nous avons cassé les générations, nous avons cassé la classification générationnelle. Et une fois nous avons banni, nous avons chosifié, permettez-moi l'expression, nous avons chosifié comment dire, la classification générationnelle. Tout le monde aujourd'hui ne sait plus se respecter, n'a plus un regard bienveillant envers envers l'aîné. Donc pour nous aujourd'hui, on voit un aîné comme si c'était une personne avec qui tu as gardé les chèvres et les moutons. Permettez-moi encore à nouveau cette expression. À un aîné, on ne s'adressait pas de manière volubile. À un aîné, on avait des aptitudes. On ne regardait pas comme ça, droitement dans les yeux, un sage. On ne regardait pas droitement dans les yeux un patriarche. On avait des manières, on avait des tenues, un comportement à observer. Mais aujourd'hui, tout le monde, nous n'avons plus ces observations-là. Pourquoi? Parce que nous avons justement pris et adopté les comportements de la civilisation moderne. Mais moi je dis, il est bon de conserver nos 50%, raison pour laquelle les Nkombi ont pu préserver ce secret, ont pu garder la valeur de notre royaume. Donc nous n'allons pas chercher à percer ce mystère-là. Ce mystère, il est bon à conserver par ces personnes-là. C'est leur rôle. Nous allons comment dire, laisser ces personnes continuer à perpétuer cette connaissance-là. Pour que notre royaume soit toujours stable, pour que notre royaume soit toujours celui qui a connu ce regard respectueux. Voilà, envié et respectueux ou respecté par d'autres civilisations, le royaume Teke. Souvenez-vous qu'à la mort de Ngalefuru première, elle a eu des honneurs qui sont venus de l'étranger. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas pu percer le mystère de cette femme qui, à la mort de son mari, a pu accéder au trône et diriger le royaume Teke. Pour une femme, c'était rare. Et c'est la seule d'ailleurs qui a pu régner sur le royaume. Aucune autre femme n'a pu accéder à cette fonction. Pourquoi? Parce qu'elle avait suivi l'initiation
d'intronisation royale avec son mari. Donc, elle était vraiment à même de comprendre le fonctionnement ou les méthodes ou les critères de ce trône-là. Elle a acquis, elle est allée acquérir les connaissances qui étaient réservées par les Nkumbi. Donc, c'était le choix donc, du nouveau roi. Donc, les Unsuo, il fallait vraiment que les anciens fassent la chasse, attraper le nouveau roi. Il était pris... c'est une surprise en fait. La personne ne s'attend pas qu'elle sera nommée ou élue roi remplaçant ou roi qui devait succéder au trône. Donc, c'est tout un mystère. Donc, une fois ce choix est fait, la personne se laissait faire. Elle ne pouvait pas refuser. Elle se disait, ben oui, voilà, donc j'ai été choisie. Ce sont les ancêtres qui m'ont certainement choisi. Elle n'avait plus la possibilité de refuser. Il fallait automatiquement accéder au trône et faire ce qu'il y avait lieu de faire. Donc, nous avons vu comment on allait choisir ou attraper le roi parce que les gens avaient peur d'accéder au trône. Les gens avaient peur de perdre leur liberté parce que le roi, il n'est pas privé de liberté, mais il n'avait plus le droit de faire ce que un citoyen lambda a l'habitude de faire dans la société. Donc, le roi avait un carnet de route, ou une feuille de route, on va dire. Le nouveau comportement, il fallait vraiment habiter la fonction. Physiquement, moralement, spirituellement, il fallait vraiment que cette personne, en fait, on va dire, naisse de nouveau dans sa nouvelle fonction de roi. Donc, tout le monde n'avait pas envie de perdre cette liberté. Voilà pourquoi c'était vraiment un choix par surprise. Un choix par surprise pour que les personnes ne refusent pas le choix de nos ancêtres. Et donc, la dynastie de notre royaume a débuté bien avant 1800 comme je disais. Mais il y a toujours des recherches à ce jour qui sont en cours pour essayer de déterminer avec précision l'année du fondement de notre royaume. Puisque nous n'avons vraiment pas cet élément-là, nous n'arrivons pas à marquer le démarrage de la fondation de notre royaume. Donc, à ce jour, par rapport aux repères historiques calendaires, la dynastie s'égrène à partir des années 1800. Pourquoi? Parce que c'est l'arrivée, donc l'avènement, comme je disais, l'avènement du colonisateur qui a pu apporter un calendrier pour qu'on puisse se référer, que voilà, c'est tel jour, tel. Mais nous avons nous-mêmes aussi nos jours. En langue téké, on a la possibilité de nommer les jours de la semaine. Et en langue téké, en pays téké, nous avons 4 jours de la semaine, contrairement au calendrier européen qui en fait 7. Nous, dans notre calendrier en pays téké, nous avons 4 jours. Donc, les 4 jours, ce sera l'occasion, un autre jour, là, nous allons aborder ces éléments-là du calendrier batéké et de la semaine également. Donc, on se fie ce soir au repère historique calendaire de la dynastie égrenée et le repère à partir des années 1800. Ce qu'on a connu par rapport aux colonisateurs qui a marqué notre histoire, qui a commencé à marquer notre histoire à partir de cette période, mais nous existons avant 1800. Notre dynastie et notre royaume existent avant les années 1800. Donc, nos chercheurs sont toujours en cours de recherche, nos anthropologues toujours en cours de recherche. Et je vais également ouvrir cette parenthèse de dire tout ce que je suis en train donc de véhiculer et d'avancer ici n'émane pas de ma réflexion. Je me nourris des recherches, je me nourris des documents auprès de nos anciens, donc des patriarches, auprès donc les patriarches pour un travail de terrain, et également auprès des chercheurs, auprès des anthropologues, auprès des archéologues également qui ont vraiment la spécificité de marquer et de dater à travers des techniques de marquage
typiquement historiques. Voilà. Donc, je peux vous citer quelques sources pour vous aussi, afin que vous puissiez vous nourrir. Et c'est le cours Royal Princesse Bakeke pour nous, c'est quoi? C'est vraiment un devoir de mémoire, comme je disais tout à l'heure à l'entrée, en introduction, qu'il faut que nous puissions nous réapproprier notre histoire. Il faut que nous puissions nous réapproprier notre identité. Donc, les connaissances, il est bon vraiment de se les approprier pour bien se maintenir dans la mondialisation, pour bien se maintenir dans le nouveau monde et aussi transmettre des éléments qui sont assez fiables à notre génération. Nous ne sommes pas appelés à être éternellement ici. Nous serons appelés à partir. Mais si nous partons avec ces connaissances et que nous n'ayons pas pris le temps, la peine de retransmettre ces connaissances à nos enfants qui sont appelés à être la génération d'avenir ou la génération du peuple Téké futur, qui serons-nous demain? Qui seront-ils demain? Le peuple Téké disparaîtra, la langue Téké avec. Donc, c'est vraiment le lieu de faire le recensement de nos connaissances. Ici, je viens comme ça apporter les grandes lignes. Mais à votre place, à vos places, chacun de nous doit aller chercher à s'enquérir encore davantage ces notions-là. Parce que des connaissances que je tire ici et là, je ne peux pas en 1h30, comme je dis, la durée de nos lives est, inscrite sur 1h30. Donc en 1h30, je ne peux pas vous égrener les connaissances de toutes les notions que je suis en train de prendre ici et là. Donc, raison pour laquelle je vous invite et je vous encourage, vous aussi, à aller entreprendre les recherches, vous informer, vous imprégner de notre histoire. C'est notre histoire. Ne soyons pas ingrats, comme je disais. Si nous gardons ces informations que les enfants n'ont pas les connaissances, à nous la faute. Le peuple Téké mourra et à nous la faute parce que nos parents ont déjà fait leur rôle. Ils ont rempli leur rôle. À nous maintenant, nouvelle génération. La génération actuelle, nous sommes les personnes de 40 ans à 30 ans, 50 ans et 60 ans. À nous de faire aujourd'hui notre relais. Notre relais est faussé. Les enfants sont perdus. Les enfants ne suivent plus. Donc, c'est à nous de faire le recensement de ces informations, de recollecter, d'aller collecter ces notions-là pour qu'on puisse donner à ces enfants aussi la possibilité d'affronter le nouveau monde. C'est ingrat de garder ces connaissances pour nous. C'est ingrat de garder ces connaissances pour nous. Donc, je vous encourage à aller voir justement aussi les écrivains tels que Eugénie Opou, le royaume Téké. C'est aussi une écrivaine de notre peuple. Donc, Eugénie Opou qui est Téké, qui publie donc à l'Harmattan. Voilà, vous allez vraiment vous nourrir, vous allez vous documenter, vous allez approfondir des grandes lignes que j'apporte ici. Vous pourrez aller en profondeur, vous aussi tirer ces connaissances-là. Et également, l'écrivain Opiel et Biansa, la monarchie de droit ancestral Téké, sacralité et autorité toujours à l'Harmattan. Je me nourris également avec des partenaires, des historiens, des archéologues, voilà, de toutes ces recherches-là. Allez-y vous informer, allez acquérir, allez prendre ces connaissances-là. Il y a des gens qui vont dire, oui, je connais, je sais. Mais oui, tu connais, tu sais, mais tu ne fais pas la transmission, tu ne fais pas le relais, tu ne joues pas ton rôle de relais. Donc, j'encourage peuple Téké, allons vraiment transmettre les éléments à nos enfants. Allez vous nourrir, allez-y, vraiment cherchons, réapproprions-nous. Pour se réapproprier son identité, son héritage, ça passe par quoi? Par la recherche, par la curiosité. Il faut vraiment que nous allons chercher, reposséder ces éléments-là. Vraiment, c'est important pour nous. C'est important pour nous. Alors, pour les personnes qui sont en train
d'écrire. Je fais l'exposé, ensuite je prendrai le temps de lire et répondre et faire une interaction avec vous. Donc je termine, nous avons presque terminé parce que c'est toujours un débat ou un direct qui est inscrit sur 1h30 pour le souci de nos parents, de nos frères et sœurs qui sont dans l'arrière-pays, qui n'ont pas qui ont des soucis de connexion et également de problèmes de crédit, d'unité et tout ça. Donc c'est vraiment restreint sur 1h30. Donc nous allons arriver vers la clôture de notre live. Donc pour vous citer maintenant la constitution de notre dynastie. La constitution de notre dynastie, en fait, je vais citer maintenant les rois, les souverains qui ont comment dire, occupé le trône de notre royaume. Alors, donc, premièrement, nous avons Nganto. En fait, Nganto, on n'a pas pu, comment dire, avoir un marqueur historique ou daté, un marqueur historique à dater sur ce roi-là, parce que c'est un roi qui a régné avant l'arrivée des colonisateurs. Donc, le repère historique calendaire n'a pas pu marquer le temps de son règne. Donc, je vais juste citer pour la connaissance de tous ici. Donc, nous avons le roi Nganto, qui a régné une durée calendaire inconnue, mais qui a bien régné, bien évidemment. Ensuite, nous avons le roi Ndjaon, hein? Le roi Ndjaon Mbaon. C'est des noms un petit peu typiquement téké, le téké ancien, le téké pur. Ndjaon Mbaon, lui, il a régné avant les années 1874. Et nous avons également le roi, c'est des noms vraiment téqués, hein? Je vais les prononcer à la manière de chez nous. Je vais m'excuser auprès des enfants qui n'ont peut-être pas la possibilité de bien comprendre comment prononcer ces mots-là, ces noms-là, pas des noms, pas des mots, des mots. Donc ce sont des noms de nos ancêtres, les pères fondateurs ou les pères qui ont occupé le trône du royaume téké. Donc je vais reprendre. Nous avons connaissance donc de 17 souverains. Ces 17 souverains qui ont régné jusqu'à ce jour. Donc le commencement de ce que nous avons pu graduer et pu repérer. Nous avons donc Nganto qui a régné un certain temps. Nous avons Ndjaon Mbaon qui a régné avant 1874 comme je disais. Nous avons Mbulingao, Ilo, lui, il a régné donc de 1874 à 1893. Ensuite, nous avons le roi Mba Indele. Donc, Mba Indele, Ilo II. Lui, il a régné des années 1892 à 1894. Nous avons également le roi Umfula Mfa. Il a régné de 1894 à 1896. Nous avons également le roi Ngawoo. Ngawoo, il a régné de 1896 à 1900. Et nous avons aussi le roi Ngantino Mpea, donc Ngantino Mpiga. Il a régné de 1900 à 1907. Nous avons le roi Moundjouani. Moundjouani, il a régné de 1907 à 1915. Nous avons également le roi Ngambula, le roi Ngambula qui a régné de 1915 à 1925. Et également le roi Andibi, le roi Andibi qui a régné de 1925 à 1937. Et également le roi Ngankia.
Le roi Ngankia qui a régné de 1937 à 1943. Le roi Nkima, il a régné de 1943 à 1948. Nous avons également le roi Saalou. Il a régné de 1948 à 1964. Et également le roi Ilo III. Le roi Ilo III a régné de 1964 à 1971. Ensuite, il y a eu un temps de suspension institutionnelle qui donc s'est basé de 1971 à 1991. Donc, il y a l'institution royale qui a été mise en parenthèse sur ce petit laps de temps-là. Et ensuite, nous sommes revenus encore avec le roi Nyalani Wawa. Nyalani Wawa qui a régné de 1991 à 1998. Nous avons aussi le roi Ngwayulu qui a régné de 1998 à 2004. Et le roi actuel que nous connaissons, Ngampio, donc, qui a pris son règne de 2004 à ce jour. Donc le Ngampio est le roi actuel de notre royaume. Voilà la dynastie égrenée de nos rois, de nos souverains qui ont accédé au trône de au cours de notre royaume Téké. Voilà, notre royaume Téké a bien connu une dynastie. Donc, nous n'avons pas connaissance que de Makoko, Onko. Onko, en fait, c'est un nom, comme je disais, c'est le nom générique, voilà, des rois. Mais, voilà, nous avons une dynastie qui existe bel et bien. Et la question, dernièrement, au cours des premiers lives, je dirais bien peut-être le 4e, nous nous sommes posés ensemble la question, existe-t-il une dynastie à notre royaume? Donc ce soir, nous allons répondre oui, notre royaume a bien connu une dynastie qui est donc composée à ce jour de 17, autant pour moi, de 17 souverains qui ont accédé au trône de notre royaume. Voilà, voilà, nous avons pu échanger sur la dynastie Téké. Avez-vous donc de questions? Est-ce que ce soir, vous aviez pu, comment dire, recueillir ou vous avez pu, comment dire, accéder un petit peu à notre héritage culturel de par l'histoire de notre royaume Téké. En tout cas, merci à vous, merci d'être toujours là, de répondre et d'honorer à nos lives. C'est un devoir de mémoire, comme je disais. C'est vraiment ici l'occasion pour nous de proclamer et dire combien nos ancêtres ont vraiment œuvré pour comment vous dire ça, pour les personnes que nous sommes tout simplement, pour notre culture. Ils nous ont légué un bel héritage. Ils ont vraiment œuvré, ils ont fait des belles choses, voilà. Le Téké est vraiment, soyons dignes, soyons fiers. Nous ne sommes pas dépourvus de connaissances, nous ne sommes pas dépourvus de toutes ces choses-là. Rien n'est nouveau, tout est ancien et un éternel recommencement. Et comme j'aime à le dire, tout ce que nous observons dans le nouveau monde ou dans la civilisation actuelle n'est pas nouveau parce que nos ancêtres avaient déjà ces connaissances-là. Nos ancêtres avaient déjà connaissance ou avaient déjà cette organisation. Donc, les rois, les reines que nous voyons, que nous observons aujourd'hui à travers les civilisations, nous les avons connus. Comme je disais aussi, la conservation des parcs nationaux, nos ancêtres ont également pratiqué ces notions-là. Donc, nous sommes riches de notions. Nous avons tellement de connaissances. Lorsque les anciens, comment dire, préservaient des lieux sacrés, c'est pas tant dans le sacré du rituel, mais c'était le sacré également dans la conservation de la faune et la flore, pour que les personnes, une fois peut-être le village frappé de sécheresse, pouvaient aller prélever dans les lieux que les chefs coutumiers ou les ngantiers avaient réservés comme forêt sacrée. Donc la forêt sacrée, c'était pour nous, pour nos anciens,
en guise de parc, de conservation, pour qu'on n'aille pas comme ça n'importe comment casser et dérégler l'écosystème. Donc, l'écosystème, aujourd'hui, nous parlons de l'écologie, mais nos ancêtres ont pratiqué l'écologie à leur façon. Le mot est peut-être nouveau aujourd'hui parce que c'est la civilisation, mais nos grands-parents peut-être ne l'appelaient pas écologie, mais ils pratiquaient la préservation par les interdits. Donc, il était interdit d'aller dans cette forêt, pas pour nuire aux habitants, pas pour nuire à qui que ce soit, mais ils savaient à quel moment on pouvait aller prélever les denrées dans ces forêts-là. En cas d'ultime sécheresse ou en cas d'ultime besoin, on pouvait tolérer aux femmes d'aller exercer ou faire la cueillette dans ces lieux. On pouvait permettre aux hommes d'aller faire la chasse dans ce lieu, mais en préservant l'écosystème pour que voilà, la faune et la flore soient toujours en croissance. Donc, rien n'est nouveau dans ce monde. Tout n'est que recommencement. Donc, enfants téké, femmes téké, hommes téké, soyons fiers. Nous avons connaissance, nous avons des notions. Nous ne sommes pas avides comme on veut nous le faire entendre. Nous avons des connaissances. Nous ne sommes pas avides des notions. Sans quoi nos ancêtres, ils n'ont pas attendu le monde nouveau pour exercer ces éléments-là. Les mots ont peut-être changé parce que nous sommes dans la nouvelle mondiale, nous sommes dans la civilisation. Mais les éco-parcs et autres, nos anciens l'ont pratiqué et on pensait peut-être aujourd'hui, on avait peut-être une mauvaise connotation. On regarde dire, ben, c'est une forêt sacrée, mais elle était sacrée pour préserver certainement l'écosystème. Tout comme les rois, les trônes et tout ça, l'électronisation, tout est vraiment, tout est en notre possession. Il suffit d'aller chercher, il suffit d'aller se reconnecter avec son identité, avec son histoire. Et nous allons voir qu'en fait, rien n'est nouveau dans ce monde. Rien n'est nouveau dans cette civilisation. Nos ancêtres avaient déjà connaissance de toutes ces notions. Ils nous les ont léguées. Mais nous avons mis à un moment donné ces éléments de côté. Nous avons cru que ces choses n'avaient pas attrait. Mais aujourd'hui, lorsqu'on exerce un regard croisé, nous observons que ces choses vont bel et bien ensemble. Il n'y a rien de nouveau dans les éco-parcs ou l'écologie. Tout est là. Tout est là. Ils ont vécu ces éléments-là, nos ancêtres. Voilà, frères et sœurs, princesses, reines, rois et princes. Ainsi s'achève donc notre live sur notre dynastie, toujours dans le sens et le but de promouvoir et vulgariser ou galvaniser notre culture, que tu sois téké du Gabon, que tu sois téké du Congo-Brazza, que tu sois téké du Congo-Kinshasa ou téké de Centrafrique, comme je disais, voilà, et était comme ça dresser notre territoire sur le royaume téké auquel nous appartenons. Nous ne sommes pas en train de faire, voilà, comment vous dire ça, nous ne sommes pas en train de nous exclure, mais il est bon de se connaître soi-même avant d'intégrer ou avant de s'associer à d'autres civilisations. C'est vraiment l'objectif, c'est vraiment la compréhension. Il faut vraiment vous mettre cela en place, que nous ne sommes pas ici dans l'objectif du tribalisme, non. Nous sommes d'abord, dans un premier temps, dans le besoin de nous reconnecter à notre source, à notre identité, à notre patrimoine culturel pour mieux nous accommoder à la civilisation actuelle. Parce que si nous allons avides de notre culture intrinsèque, nous serons perdus avec la mondialisation et nous n'allons pas nous retrouver. Nous serons, voilà, des personnes qui allons vagabonder d'une culture à une autre et nous allons prendre des us et coutumes qui ne vont peut-être pas honorer la mémoire de nos anciens, la mémoire de nos ancêtres. C'est vraiment l'objectif. Merci à vous. Maintenant, je vais prendre ce petit temps, vous lire et avant de clôturer notre live. Alors, nous avons Dan Tekbi.
Bizarrement, il y a des jeunes Téké au Gabon. Oui, il y a des Téké au Gabon qui traitent les Téké du Congo d'étrangers. Ce genre de live pourra les édifier. Ben, c'est vous dire, si je devais répondre à mon roi Téké, Dan, c'est faire en fait le lit, comme je dis toujours, à ce que nous avons, comment dire, à ce que nous avons, je ne vais pas dire subi. Là, le mot n'est pas très, n'est pas bien approprié. Donc, nous avons fait le lit en fait à la mondialisation. Le colonisateur est arrivé, il a jugé bon, sans nous consulter ou sans consulter nos ancêtres, que ben voilà, je vais instituer les frontières. Alors, lorsqu'on exerce les frontières et que sur une frontière, vous avez des maisons de part et d'autre, c'est quelque part les familles qui se sont déchirées, c'est quelque part les familles qui ont été séparées. Donc, moi, dans mon objectif, on ne peut vraiment pas soustraire un Téké du Gabon, du Téké du Congo-Brazzaville, ou alors un Téké du Congo de Kinshasa, ou alors un Téké du Congo de la RCA, de la République centrafricaine. Un Téké reste d'abord un grand bloc, un grand peuple, comme je l'ai toujours indiqué. Et Dan, comme vous arrivez, allez voir les premiers lives. Donc aujourd'hui, nous en sommes au 14e live. C'est vraiment le maître mot de se dire, si nous sommes un peuple, si on se reconnaît Téké, nous étions voilà sur ce territoire-là. Donc un Téké qui au Gabon reconnaîtra son frère du Congo, Brazzaville. Il reconnaîtra son frère du Congo, Kinshasa. Il reconnaîtra son frère de la Centrafrique. Et peut-être avec les recherches que nous avons pu observer, les Tékés sont certainement aussi localisés. Il y a eu l'existence des Tékés au sud-ouest du Cameroun. Donc ça fera l'occasion d'un prochain live pour vraiment bien creuser cette question-là. Donc j'espère avoir pu vous répondre. Et de toutes les façons, à la fin du live, nous allons continuer nos écrits. Je vais pouvoir échanger avec vous, voilà, via donc la messagerie. Donc le live sera en continu. Hein. Merci à vous, Honoré, pour les nouvelles personnes qui arrivent sur notre live. Merci à vous, merci. Donc n'hésitez pas, allez vous nourrir, allez vous documenter. Nous avons donc nos écrivains, Opiel et Biatia, qui publient à l'Harmattan. Vous pourrez voir ses ouvrages, il en a publié pas mal sur le peuple Téké. Et également Eugénie Opou, qui écrit également, qui est publié à l'Harmattan. Vous allez vous nourrir, vous allez avoir ces connaissances, vous allez vraiment vous approprier de votre identité. Nous allons nous approprier de notre culture et ensemble, nous allons voilà transmettre ce beau flambeau à notre jeunesse. Nous allons transmettre cet héritage à nos enfants qui sont perdus, qui sont nés, les enfants qui naissent en fait des années 90 à 2000, qui n'ont pas connaissance. Et ce n'est pas de leur faute. Ils ne peuvent pas... On demande à ces enfants de faire à bien comme un Téké. Mais comment fera-t-il à bien comme un Téké s'il n'a pas les notions d'un Téké? Comment fera-t-il? Si on demande à un enfant Téké de faire à bien comme un Téké, il n'a aucune notion de Téké. Donc ces enfants qui ont vu naissance des années 90 à aujourd'hui, ils sont vides. Ils sont vides de notre culture. Ils sont vides de notre identité. Donc à nous de remplir cette génération de ces connaissances-là. Allons véhiculer ces informations-là. Et vous qui regardez les lives, ne venez pas regarder ces lives rien que pour vous. Ce sera en fait pour vous un rôle de mort en fait. Vous risquerez d'exercer la mort de notre peuple. Parce que toi qui regardes le live ici, c'est bien, tu prends des informations pour toi, mais ne les garde pas pour toi. Transmets-les auprès des enfants, véhicule le message pour qu'il atteigne un plus grand nombre. Donc, partagez les lives. Partager les lives, c'est quelque part exercer aussi cette synergie. Partagez les lives pour que la synergie soit vraiment dense, pour que les enfants soient remplis de notre identité, pour que les enfants soient remplis de ces connaissances-là. Ce sont des Tékés aujourd'hui vides
de notre identité. Ce sont des tékés vides de notre culture. Allons remplir ces enfants-là. Donc, partager les lives, c'est vraiment cet objectif-là. Soyons tous acteurs et actrices de ce travail de mémoire. Nous sommes ici sur le live, mais à la fin du live, partagez le live pour que les enfants soient informés, pour que les enfants soient instruits. Nous ne serons plus là, les enfants, les tékés de l'an 2000, on va dire 300, l'an 2400, l'an 2500. Ils seront vides de connaissances, ils seront vides de nos notions, ils seront vides de notre culture. Donc c'est le moment aujourd'hui de remplir ces enfants de notre identité, de notre culture, pour qu'ils soient vraiment ces enfants, ces tékés vaillants. Qu'ils soient les enfants, que ce soit les enfants tékés vaillants et le peuple téké de demain. Donc, l'heure est grave, justement. Nous sommes de la quarantaine aujourd'hui. Les enfants que nous avons aujourd'hui de 10, 15, 20 ans n'ont plus la connaissance de l'histoire téké. Ils n'ont pas la connaissance de l'histoire téké. Mais comment veux-tu demander à un enfant de se tenir droit comme un téké alors qu'il n'a pas la connaissance de l'histoire téké? Donc, c'est à nous la faute. Nous sommes la génération qui a failli au relais. Nos parents, nos grands-parents ont bien fait leur travail. Ils ont réalisé leur relais. Ils peuvent partir tranquillement. La mémoire des ancêtres a été honorée par nos parents. Mais nous, génération de la quarantaine, la trentaine, attention à nous. Nos enfants sont vides. Oui, nos enfants sont vides. À nous la faute. Donc, remédions à ce manquement-là. Allons informer les gamins. Partagez les lives. Ne soyons pas égoïstes. Toi qui regardes le live, après le live, partage. Partagez sur vos murs. Partagez sur vos murs. C'est pas grand-chose, c'est vraiment être... On souhaite que le peuple téké soit toujours d'actualité. Mais pour qu'il soit toujours d'actualité, c'est de véhiculer le message. Donc, partage le live. Voilà, ainsi s'achève notre live. Merci à vous. La vela belle, merci, merci, merci. Voilà, nous allons nous écouter encore avec une petite chanson qui va honorer le peuple téké. Merci, bonne soirée à vous. Le peuple téké est digne et il est fier. Notre royaume est toujours d'actualité. Il est d'actualité. Le roi actuel est le roi Ngampio, qui est en exercice depuis 2004 à ce jour. Bonsoir à vous, bonne soirée. C'est la dynastie téké que nous avons égrenée ce soir, voilà, en titre de clôture, voilà, un petit résumé. Notre dynastie a connu donc 17 souverains. Le choix du roi s'exerçait donc par un conclave qui était constitué de 12 encombris et de 9 dignitaires. Et la succession royale ne s'exerce pas de père à fils, mais s'exerce par le choix et les critères observés par le conclave. Donc une personne lambda dans un village pouvait accéder au trône et peut accéder au trône selon les aptitudes que la personne pouvait présenter. Voilà. Digne d'être téké, fière d'être princesse téké, princesse Adeline depuis Lyon, Mambrabe, la Bella Bella Kouribé. Donc Blabeligi, 14e live. C'était notre 14e live ce soir. Merci, merci, merci.
Bella Kawi live, Bella Kawi live, Bella Tchola Boua, Baknia live, et Kouro Royal Princesse Bateke. Donc c'est la cour des reines, c'est la cour des princesses. Pour un devoir de mémoire, transmettre à nos enfants un héritage compact pour qu'à leur tour demain, il soit le peuple Téké qui remplacera la génération dans laquelle nous sommes, comme nous sommes aujourd'hui en remplacement de la génération de nos parents et de nos grands-parents. Merci à vous, merci, merci. Et avant de nous quitter, nous allons passer donc les salutations à nos différents clans. Et ainsi, je vais clôturer donc les salutations au clan, donc à mon clan qui est ma carte d'identité, la fierté du peuple Téké. Donc, Mambiga Asinjome. Donc, je me présente sur le plan clanique. Mosi Kini Langurame. Mimwa Nasi Kankieni. Blanc Ngamboui Katalame. Mindala Asi Lekila Ankarame. Donc, également les salutations aux clans voisins, aux clans qui ne sont pas directement parentés aux miens. Donc, mes salutations également à ces clans, à vous qui m'aviez indiqué vos clans. Donc, les salutations à vos clans et à vous-même. Donc, salutations au clan Nkomo, au clan Pani, au clan Otari, au clan Louri, au clan Okama, au clan Okama, au clan Mbouli, au clan Njia, au clan Mbouma, au clan Lekuna, au clan Mpumi, au clan Kantaba, au clan Mboui, au clan Njia Antaba, au clan Mpani, au clan Olua, au clan Lesumu, au clan Kakumbu, au clan Ekala et au clan Edjiri. Amboulabe, Anjoma Kimema, Amboulabe. Je suis de Kankieni et de Louri. Ben, bienvenue, merci. Donc, Wosinjome, moi Natala, Mosirankieni. Donc, merci, merci à toi. Donc, Mélissa Ampassa, donc voilà, t'es de ma maison. Mais moi, Sikini. Voilà, je viens de trouver un membre de mon clan, un membre qui est parenté à ma lignée, à mon arbre généalogique. Merci à toi, bienvenue. Merci, merci. Et tu es maintenant, donc, dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Bonne soirée, princesse Bateke, princesse Adeline des Pilions. Mambigabe, Mimbigabe.